Effectivement, donc moi je suis médecin urgentiste dans ma pratique. Je vais vous montrer comment en fait je suis arrivée à candidater à l'appel à projet de la Fondation de France, donc notamment dans le cadre de l'étude Discus. Donc j'exerce à Lyon au CHU de Lyon et je suis affiliée à l'équipe Reshape à l'université de Lyon 1. Une partie de mes travaux s'intéresse notamment au contexte des décisions de limitation et d'arrêt des thérapeutiques aux urgences. Et donc, on a monté l'étude Discus. Alors, je n'aurai pas les résultats, enfin, j'aurai une partie des résultats sur la co-construction à vous présenter, mais pas pas les résultats finaux. Il y aura encore un peu de suspense. Alors, pourquoi je me suis intéressée à cette thématique? Je vais essayer de respecter le temps imparti. Vous allez voir, je suis urgentiste, donc je parle relativement assez vite. Parce que tout d'abord, les urgences, finalement, sont confrontées à la mort de manière régulière et très quotidienne, ce qui m'a beaucoup interpellée dans ma pratique. Et notamment, beaucoup de patients décèdent après décision de limitation d'arrêt des traitements, ont été étudiés dans la littérature ces patients sont la majorité du temps non communicants, donc avec des difficultés pour savoir ce qu'ils souhaitent sur leur fin de vie en termes de projets, jusqu'où on va pour ces patients. Et tout ça dans une temporalité des urgences. Vous allez voir, c'est un peu le fil conducteur aux urgences. C'est un peu une course contre la montre et finalement, c'est aussi ça qui nous pose des questions et des dilemmes éthiques au quotidien. Donc le soignant, finalement, a ces injonctions de temps de manière très importante, des flux de patients très importants, le contexte législatif de la loi, et puis la volonté d'accompagner les patients en fin de vie de la manière la mieux possible, mais en tout cas, c'est souvent compliqué en pratique. Alors, il y a 3 étapes fondamentales qui guident ces réflexions rapidement. D'abord, la réflexion de ces décisions qui encadrent un cadre législatif très important, pour lequel les soignants ne sont pas forcément d'ailleurs toujours très à l'aise, avec plusieurs lois, finalement de la loi des soins palliatifs, la loi Kouchner jusqu'à la loi Claes-Leonetti, et qui vont imposer un cadre quand même réglementaire que le soignant doit s'approprier, puisqu'il va y avoir, à partir de ce cadre législatif, des éléments de communication aussi à avoir avec soit le proche, mais souvent avec les familles. Il y a une décision à prendre qui est difficile, qui va devoir notamment recueillir les souhaits du patient, qui va impliquer une réflexion collégiale la plupart du temps, puisque le patient n'est pas en capacité de donner son avis. Donc, il doit se faire de manière collaborative, et puis des aspects de traçabilité qui rentrent en ligne de compte également. Et puis finalement, la dernière étape, c'est l'annonce, et c'est celle qui finalement m'a intéressée le plus parce que certes, on a des recommandations sur comment il faut faire en pratique, de manière théorique, mais on voit que c'est difficile. C'est pas toujours dans le contexte des urgences, on est fortement mis en difficulté. Et donc, il y a en plus cette temporalité des urgences qui revient. Donc finalement, je me suis intéressée à quelles sont les conséquences de ces annonces, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les familles surtout. Alors, ce qu'on a montré, c'est que d'abord, les soignants finalement aux urgences, c'est une étude que j'avais faite en France, ont montré que finalement un tiers sont très mal à l'aise dans l'annonce et de la communication avec les familles. Il y a beaucoup d'annonces qui ont lieu dans des couloirs. Et puis finalement, là, 2 tiers du temps, 2 tiers des soignants prennent moins de 15 minutes, donc avec un temps finalement assez court. Et puis du côté des familles, on s'est intéressé à leur vécu, on les a rappelés, on a fait des études avec des échelles de stress, de symptômes d'anxiété. On a montré qu'une famille sur 5 présentait des symptômes d'anxiété et de dépression associés à ces annonces, souvent aussi associés au décès. Et puis la moitié des familles recontactaient leur médecin traitant pour un vécu qui était difficile. On s'est également intéressé à la période du Covid, on en a parlé tout à l'heure, mais finalement, pendant le Covid, rappelez-vous, il n'y avait plus de famille aux urgences et donc très difficile de communiquer. Donc, on a communiqué par téléphone. Donc, pour les soignants, ça a été très anxiogène aussi cette période-là. Comment faire ces annonces par téléphone? Et puis, sur les familles, on l'a mesuré, on a rappelé les familles, on a montré que cette fois, les taux d'anxiété étaient largement majorés. On était 30%, puis une famille sur 3 présentait des symptômes de stress post-traumatique suite à ces annonces. Donc, on s'est probablement dit qu'on ne faisait pas très bien et qu'on pourrait s'améliorer, notamment sur toutes ces annonces de décision de limitation et d'arrêt thérapeutique. Alors, on a eu quelques pistes sur quelques travaux déjà qu'on avait fait. On a montré que finalement, déjà, on améliorait le vécu des soignants quand on mettait déjà une réflexion collégiale systématique au sein de ces décisions, quand l'infirmière était présente, et puis quand on formait spécifiquement les soignants sur ces décisions et ces annonces. Il y a d'autres études, par exemple, pour faire le parallèle en médecine d'urgence, notamment une étude sur l'arrêt cardiaque qui avait montré, par exemple, que le fait que les familles soient présentes, notamment pendant l'arrêt cardiaque, améliorait finalement le stress des familles qui voyaient ce qui se passait. Donc ça, c'était des pistes de réflexion aux urgences.
Et finalement, il n'y avait pas beaucoup d'autres littératures. Alors, on a été voir du côté de la réanimation, parce que la réanimation, finalement, c'est assez proche des urgences en termes de temporalité, on va dire des fois de gravité. Et du coup, il y a des groupes une littérature assez abondante, où il y a plusieurs stratégies qui ont été utilisées, par exemple des stratégies de communication qui ont été testées avec des brochures pour communiquer avec les familles des patients qui étaient en train de mourir en réanimation. Ils ont montré notamment voilà, qu'ils amélioraient les symptômes de PTSD, de stress post-traumatique, en mettant en place ces conférences. D'autres études ont mis en place ce qu'ils appellent des communication facilitators, c'est des personnes comme des médiateurs qui vont aider les familles à communiquer avec les soignants. Et ils ont montré là encore une fois une amélioration sur tout ce qui était stress et anxiété. Donc c'est intéressant. Ils ont montré également aussi même des réductions des coûts et de la DMS, donc la durée moyenne de séjour en réanimation, parce que des fois les décisions finalement étaient prises de manière un peu plus rapide, puisque la communication était plus fluide et ça évitait des fois des situations d'incertitude qui persistaient pendant plusieurs jours. Mais il n'y avait pas de différence sur la mortalité, c'est-à-dire qu'on n'influençait pas ces décisions notamment aussi. Donc, c'était intéressant. Donc, on s'est dit, comment former finalement nos professionnels à l'annonce, aux urgences, comment améliorer tout ça. Alors, plusieurs pistes. D'abord, la simulation nous a paru intéressante, quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, dans référent d'un pôle de simulation, notamment sur tous les aspects relationnels. Et on a montré sur les étudiants que les annonces de fin de vie, c'était celles qui étaient perçues de manière les plus difficiles. Et que quand on a fait une étude, on comparait deux groupes, ceux qui étaient formés en stage et ceux qui étaient formés en centre de simulation, et on montrait que finalement ceux qui étaient en stage seulement finalement avaient été moins à l'aise que ceux qui avaient eu les stages plus la formation par simulation. Donc on voit vraiment que cette plus-value de la formation par simulation était intéressante, même déjà chez nos étudiants en premier cycle. Ça a été montré dans les littératures, effectivement, notamment sur la communication en fin de vie, que la simulation humaine, avec notamment la technique du jeu de rôle, pouvait améliorer les communications, les compétences en communication chez les étudiants en médecine. Donc, ça nous paraissait une perspective intéressante. On a également regardé du côté du partenariat famille, sur lequel je me suis formée, moi, au Canada. Alors, l'idée, c'est de pouvoir ramener un savoir expérientiel, le savoir du patient ou de la famille par rapport à son expérience et les répercussions qu'il a eues finalement de la maladie ou celle d'un proche sur sa vie. Et il a été montré notamment que voilà, ça pouvait être très intéressant, avec des mots-clés très importants, la nécessité de la part, on avait fait une table ronde notamment avec nos soignants et des patients partenaires, et ce qui ressortait, c'était que c'était une vraie collaboration, une complémentarité sur la perspective que pouvaient avoir les soignants et les patients partenaires. C'était des ressources inexploitées, souvent finalement on reste beaucoup sur la représentation des soignants et on ne va pas vraiment aller chercher celle du patient, et pourtant c'est lui qui va nous expliquer comment il faut faire. Donc ça nous a paru intéressant finalement d'explorer ça. Et donc finalement on est arrivé à l'étude Discus. Donc l'étude Discus, c'est l'objectif principal, et finalement de comparer le vécu des familles après une annonce d'une décision de limitation d'arrêt thérapeutique aux urgences, suite ou non à la formation des soignants à un protocole d'annonce que je vais vous détailler par la suite. Alors on a eu deux financements. On a eu un financement sur un PREPS, donc de la DGOS, et puis on a eu un cofinancement de la Fondation de France, notamment sur la partie co-construction avec les familles partenaires. Donc la stratégie étudiée finalement sur le protocole d'annonce finalement reportait sur trois piliers, à la fois la simulation relationnelle, donc entraîner nos soignants à jouer en jeu de rôle sur des situations d'annonce de fin de vie avec une formation en deux étages. D'abord une formation avec des binômes ambassadeurs, et puis après un déploiement de cette formation dans les centres participants. Un livret d'informations qu'on a co-construit qu'on a travaillé avec nos familles partenaires, et puis le témoignage également des familles partenaires. Et ces étapes sont toutes faites en co-construction, donc c'est sur lequel on a beaucoup travaillé là, cette dernière année. Alors, l'étude après se déploiera dans 9 services d'urgence en France, avec l'implication de 200 médecins et infirmiers. On va former ces binômes médecins infirmiers, et puis, in fine, ça sera 500 familles qui seront contactées pour évaluer leur vécu avec le fait que les soignants aient reçu la formation ou pas. Donc c'est une étude, je dis pas, c'est une étude en step wedge, donc avec des centres qui se forment progressivement, avec une durée d'étude de 2 ans au total.
Alors, sur la co-construction de l'intervention, c'est ça qui a été intéressant en amont, puisque ça nous a demandé beaucoup de préparation, donc de recruter des familles partenaires. Donc, on a mis beaucoup d'affiches dans les services d'urgence, on a recontacté des familles, et puis on les a impliquées à plusieurs niveaux. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans cette étude, il y a un gros volet qualitatif. On a travaillé avec des psychologues sociaux. Donc, on a d'abord réalisé des entretiens semi-directifs avec les familles partenaires pour recueillir leur vécu de l'annonce, comment elles ont perçu finalement ces annonces dans le contexte de l'urgence, et puis leur proposer d'être des familles partenaires pour nous aider à construire la formation. On a organisé à la suite des ateliers sous la forme de focus group pour travailler avec eux le contenu de la formation, les objectifs finalement avec eux de la formation. On leur a demandé aussi, par exemple, de personnaliser des jeux de rôle, de simulation à partir de leur expérience personnelle. Et on a relu, on a retravaillé, on a travaillé ensemble le livret d'information. On leur a fait une proposition, ils nous ont fait des contre-propositions et on est arrivé à un livret d'information final qui a été donc relu des deux côtés. Et puis, on leur a demandé de témoigner avec des vidéos, donc ce qu'ils ont accepté largement pour effectivement retranscrire leur vécu de ces annonces dans le contexte de l'urgence. Donc, toute cette partie a duré 1 an avec des ateliers un petit peu. On a eu 3 ateliers au total et puis entre 15 et 20 familles partenaires qui ont participé. Donc, on a récupéré beaucoup de contenu analysé. Donc, ce travail va faire l'objet d'un article scientifique afin de publier toute cette étape de co-construction qui nous semblait fondamentale et qui, pour nous, permettait de pouvoir former derrière les professionnels sur les annonces et qui vont correspondre aux attentes des familles partenaires. Et puis derrière, donc l'intervention étudiée, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, va finalement comporter finalement un 4e volet, c'est-à-dire à la fois la simulation relationnelle, le témoignage des familles partenaires qui va être diffusé avec bien sûr leur accord au sein des professionnels, le livret d'information, et puis on a aussi prévu dans les services participants tout un temps et un lieu dédié à l'annonce, avec des salles dédiées à l'annonce, avec un temps pour essayer de créer un espace intemporel à ces annonces qui pour l'instant sont, comme je vous l'ai dit en introduction, très difficiles à réaliser. Alors, quelles sont les retombées attendues, les bénéfices ont plusieurs niveaux. Sur les familles, on espère améliorer à la fois le vécu des situations de fin de vie aux urgences, notamment sur les échelles de stress, et puis montrer aussi, je ne l'ai pas mis là, mais c'est important, que la faisabilité de la co-construction d'une intervention avec des familles partenaires, ça c'est pour nous très important. Sur le côté soignant, c'est l'amélioration des compétences relationnelles. Donc ça, c'est pour nous aussi un point très important, puisqu'on voit qu'aussi il y avait une vraie difficulté dans ce qu'on avait pu montrer auparavant, et puis pouvoir l'étendre à la fois aussi dans la formation initiale et puis dans la formation sur d'autres modes de formation continue. Et puis sur la recherche, c'est une méthodologie mixte qu'on a construite, donc avec du qualitatif et du quantitatif, et ça c'est une expérience très intéressante, montrer la faisabilité de cette méthodologie dans le sein des services d'urgence, donc avec des psychologues sociaux avec lesquels on a travaillé, et puis évaluer l'implémentation de l'étude, parce que comme on construit l'intervention, et puis après il y a la réalité du terrain, et pour nous c'est important d'avoir des mesures de terrain sur ce qui a pu marcher ou ne pas marcher sur l'implémentation de l'étude, et donc ça c'est des choses on va recueillir tout au long de la mise en place. Donc l'étude a déjà commencé, là les premières, on n'a pas encore les premiers résultats arrivent, mais c'était trop tôt pour vous en donner pour l'instant, et donc ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine présentation. Donc, je remercie toute l'équipe projet qui travaille avec moi, parce que c'est un travail d'équipe. Toute seule, je ne ferai pas grand-chose. Donc, en tout cas, j'ai effectivement une méthodologie, des attachés de recherche clinique, des psychologues sociaux. Je remercie également tous les centres participants qui participent activement à la mise en place de l'étude, et puis les familles partenaires qui sont pour le coup devenus des vrais partenaires, et également la Fondation de France pour le financement du projet. Et je vous remercie. Merci beaucoup, merci infiniment, Docteur Douplet, pour cette belle intervention. Je vous laisse peut-être, si vous avez certains des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou tout simplement écrire dans le chat.
Peut-être en attendant qu'une ou deux questions viennent. Moi, j'avais une petite question, le docteur Douplet. Donc, je comprends que vous ne vouliez pas encore donné de résultats parce que ça va faire l'objet d'un article. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a enfin, sans donner bien sûr de résultats, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos travaux sur cette étude? Enfin, est-ce qu'il y aurait des résultats qui vous auraient surpris? Alors, j'ai vraiment pas les résultats en fait pour l'instant Ah des d'accord, ok. données, hein, d'échelle de stress, tout D'accord. ça. Donc, je peux vraiment pas pour l'instant, parce qu'en plus, c'est une étude en stepwise. Donc, pour l'instant, on est dans la Ouais. phase contrôle et les phases d'intervention vont arriver bientôt, mais au mois de mai. Donc, pour l'instant, j'ai D'accord. pas de comparatif. Mais c'est intéressant parce que ce qui m'a le plus surpris, c'est la motivation finalement des familles partenaires à participer. Et on s'est dit que c'était une thématique difficile, hein, la fin de vie. D'ailleurs, tous les gens qui sont là travaillent dessus. Et en fait, les gens sont très contents en fait de partager leur expérience, même si des fois elle a été très douloureuse. Pour eux, c'est important. Et donc, ce temps de recueil de parole des familles partenaires a été extrêmement enrichissant. Moi, j'ai beaucoup appris et donc, je me dis que ça sera vraiment, à mon avis, très porteur pour nos soignants in fine. Et puis du côté des services d'urgence, j'ai trouvé, je m'attendais un peu à de réticence sur cette thématique-là, et en fait, on voit qu'il y a un vrai engouement sur cette thématique-là, et les centres participants étaient très très moteurs, très très motivés pour participer. Donc ça fait plaisir. Il y a une grosse émulation autour de ce projet, donc c'est peut-être ça ma surprise, quoi. Ouais, finalement, ça marche. Ok, super intéressant. On a hâte enfin, dès que ce sera publié, on a hâte de voir les Oui, résultats. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y a une main levée. Romain, j'ai pas votre nom. Moi, je vous laisse poser la question. Je suis désolé, c'est encore moi. Déjà, je vous félicite pour votre recherche. Elle semble vraiment correspondre à des choses qu'on a déjà vues. Alors moi, j'ai un parcours d'infirmier dans les centres d'urgence et de réanimation, donc c'est quelque chose qui me parle aussi. Je voulais savoir si, au-delà de l'étude Discus que vous êtes en train de mener et que vous allez mener à terme, je vous le souhaite, est-ce que vous avez prévu d'intégrer ces résultats au compagnonnage des nouveaux arrivants dans les services d'urgence? Est-ce qu'il est prévu de faire des interventions sur la formation, notamment des paramédicaux et des médicaux, hein, puisque l'annonce aux urgences, elle se fait des fois, elle se fait aussi des fois par manque de temps par le paramédical ou par un étudiant en médecine. Est-ce qu'il est prévu d'intégrer ces résultats de recherche aux formations de ces gens-là? Ah oui, c'est une question très intéressante. L'objectif, c'est quand même de pouvoir après délivrer du contenu. Donc là, les 900 participants, donc ils auront été formés, mais effectivement, de pouvoir le diffuser au niveau national, notamment la Société française de médecine d'urgence. Et on a la chance d'avoir dans nos urgences, enfin en tout cas, qui commencent à arriver, c'est les IPA, les infirmiers de pratique avancée, qui notamment sont très impliqués sur la formation de nos jeunes paramédicaux qui arrivent et qui sont assez preneurs, effectivement, d'avoir des formations toutes prêtes. Donc là, finalement, la formation, elle est toute prête et elle est duplicable après, tant qu'on veut, en fait, quoi. Donc oui, le but, c'est de pouvoir après délivrer du contenu et j'espère après pouvoir diffuser le livret d'information au niveau national aussi. Voilà, le but de la recherche, c'est vraiment de partager. Donc, c'est de pouvoir mettre ces outils à disposition derrière. Et moi, je suis partie du board éthique de la SFMU et donc voilà, je compte aussi sur cette casquette-là pour pouvoir diffuser ça. Après, même si on n'a pas forcément de résultats, si on montre que finalement, il n'y a pas une amélioration des symptômes finalement sur les familles avant-après, ce qui est possible, hein, ce qui est une hypothèse aussi hein, dans le résultat de recherche, malgré tout, je pense que le livret d'information est une vraie plus-value puisqu'il a été co-construit avec nos familles partenaires et donc ça, c'est tout à fait réutilisable, quoi. Donc, mais après, dans la recherche, c'est toujours pareil. Hein. Des fois, on cherche absolument des résultats significatifs, le petit p, voilà, mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a toute cette partie de co-construction qui est très intéressante et c'est sur ça aussi que ça nous intéresse. Et puis, on va étudier aussi ce que je disais, les données d'implémentation parce qu'on va peut-être montrer que finalement, en pratique, c'est très compliqué d'implémenter de la formation dans les services d'urgence parce qu'on manque de temps. C'est aussi une de mes craintes, hein, c'est la réalisation de pouvoir diffuser autant de contenu d'information auprès des professionnels.
Donc voilà, c'est plein de questions en suspens, mais la recherche, si on cherche, c'est pour essayer de trouver des solutions qui vont aller ou pas. Donc on s'adaptera après, du coup, quoi. Mais oui, donc pour répondre à votre question, le but, c'est de partager. Oui, oui. Félicitations.